tout au fond du corps. C'est un peu ça, la réalité de millions de personnes qui vivent avec la drépanocytose. Alors ensemble, on va décrypter ce qui provoque ce blocage invisible, quelles sont ses conséquences, et surtout, quels sont les espoirs pour le combattre. Avant de plonger dans les détails de la biologie, prenons juste un instant pour voir à quel point c'est un sujet majeur. On ne parle pas du tout d'une maladie rare. La drépanocytose, elle touche des millions de gens, sur tous les continents, et pourtant elle reste souvent méconnue. Et voilà, le premier chiffre qui frappe. Ce n'est pas une maladie génétique parmi d'autres, c'est la plus fréquente au monde. C'est assez fou quand on y pense, parce que malgré ça, beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler. C'est ce paradoxe qui rend sa compréhension si importante. Alors, de quoi s'agit-il exactement? La drépanocytose, qu'on appelle aussi anémie falciforme, c'est une maladie qui est inscrite dans les gènes. Elle s'attaque à une pièce maîtresse de notre corps, l'hémoglobine. C'est la protéine super importante qui se trouve dans nos globules rouges et qui joue le rôle de livreur d'oxygène partout dans notre organisme. Ok, maintenant on va zoomer pour aller voir le cœur du problème. Tout se joue vraiment à l'échelle d'une cellule, et plus précisément sur une simple question de forme. Là, sur cette image, on voit tout le problème en un coup d'œil. À gauche, on a le globule rouge en pleine forme, bien rond, souple, il glisse sans problème dans les vaisseaux sanguins. Et puis à droite, c'est le globule drépanocytaire. Son hémoglobine est anormale, on l'appelle l'hémoglobine S, et ça le rend tout rigide, collant, et ça lui donne cette forme de croissant, de faucille. Et c'est cette déformation qui va tout changer. Un point super important à comprendre, les globules rouges ne sont pas tout le temps déformés. En fait, il y a des situations de stress pour le corps qui agissent un peu comme des interrupteurs. Le froid, un gros effort, le manque d'eau, tout ça peut déclencher la transformation. L'hémoglobine S se rigidifie, et hop, la cellule se change en fossile. C'est le début de ce qu'on appelle une crise. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ces cellules rigides et déformées se baladent dans le sang? Eh bien, on en revient à notre image du début, l'embouteillage. Un vrai bouchon, mais à l'intérieur de nos plus petits vaisseaux sanguins. Voilà la réaction en chaîne, étape par étape. Tout commence avec un déclencheur. Les cellules changent de forme. Comme elles sont rigides et collantes, elles s'accrochent les unes aux autres et finissent par créer un bouchon. Et la conséquence directe, c'est l'étape 5. Le sang ne passe plus, donc l'oxygène n'est plus livré, les organes et les tissus se retrouvent en manque d'air, et c'est ça qui crée des dommages et une douleur terrible. Ce gros bazar au niveau microscopique, il a bien sûr des répercussions énormes sur tout le corps. On va voir ensemble les 3 conséquences majeures de la drépanocytose. La première chose, c'est l'anémie. Le corps est bien fait, il repère ces globules rouges déformés, il les considère comme anormaux, et donc il les détruit beaucoup plus vite que la normale. Résultat, il y a en permanence un manque de globules rouges. Et qui dit moins de globules rouges, dit moins de transport d'oxygène, ce qui explique cette fatigue intense et constante. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du problème, il suffit de regarder ces chiffres. Un globule rouge normal, ça vit environ 4 mois. Un globule drépanocytaire, à peine 10 à 20 jours. C'est-à-dire 6 à 12 fois moins longtemps. Le corps est donc obligé de tourner à plein régime en permanence pour essayer de les remplacer, mais c'est une course qu'il ne peut pas gagner. La deuxième conséquence, c'est sans doute la plus connue et la plus terrible, les crises de douleur, qu'on appelle aussi crises vaso-occlusives. C'est la manifestation directe de l'embouteillage dont on parle depuis le début. Le sang qui ne circule plus, ça provoque des douleurs d'une violence inouïe, que les patients comparent parfois à des os qui se brisent. Et enfin, la troisième conséquence, elle est un peu plus sournoise. La rate, c'est un organe qui agit comme une station de filtrage du sang. Avec la drépanocytose, elle passe son temps à filtrer ces globules anormaux et elle finit par s'épuiser, par s'abîmer. Le problème, c'est que la rate, c'est aussi un organe super important pour nos défenses immunitaires. Quand elle est affaiblie, tout le corps devient beaucoup plus vulnérable aux infections. D'accord, mais alors, d'où ça vient tout ça? Comment est-ce qu'on développe cette maladie? La chose la plus importante à retenir, c'est que ce n'est pas du tout contagieux. On ne l'attrape pas, on est avec. C'est une histoire de gènes, une histoire de famille. La transmission se fait sur un mode qu'on appelle récessif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, pour que la maladie se déclare, il faut hériter du gène défectueux, le fameux gène S, de ses 2 parents. Si on hérite du gène d'un seul parent, on ne sera pas malade, on sera ce qu'on appelle un porteur sain. Ce schéma l'explique très bien. Imaginons 2 parents qui sont tous les 2 porteurs sains. Eh bien, à chaque grossesse, il y a une chance sur 4 pour que l'enfant ait la maladie. Il y a une chance sur 2 pour qu'il soit porteur sain, comme ses parents, et enfin, une chance sur 4 pour qu'il n'ait pas du tout le gène. Et attention, ces probabilités se remettent à 0 à chaque nouvelle naissance. On a vu le problème, les causes, les conséquences. Mais concrètement, comment vit-on avec la drépanocytose au quotidien? On va maintenant se pencher sur les stratégies pour gérer la maladie et sur les traitements qui existent. Pour limiter les crises, la prévention est absolument essentielle.
Et elle passe par des règles de vie qui peuvent paraître simples, mais qui sont vitales. Boire énormément d'eau pour que le sang soit plus fluide, bien se couvrir pour éviter les chocs de température, éviter la montagne à cause du manque d'oxygène. En fait, il s'agit d'éviter au maximum tous les déclencheurs qu'on a vus tout à l'heure. Côté médical, il y a, on va dire, deux grandes familles de traitements. D'un côté, les traitements de fond, comme un médicament appelé l'hydroxyurée, ou des transfusions sanguines régulières. Leur but, c'est de gérer les symptômes et de réduire le nombre de crises. Et de l'autre côté, il y a les traitements qui peuvent guérir la maladie, la greffe de moelle osseuse et plus récemment la thérapie génique. Mais ce sont des options beaucoup plus lourdes, réservées aux cas les plus sévères. Et on termine sur cette question, qui est aussi une immense note d'espoir. La thérapie génétique, aujourd'hui, permet de corriger l'anomalie directement à la source, dans les gènes. C'est une révolution qui offre une vraie perspective de guérison. Mais ça soulève une autre question, immense elle aussi. Ces traitements de pointe sont complexes, ils sont très chers. Comment faire pour les rendre accessibles à tous les millions de malades qui en ont besoin à travers le monde? Le défi n'est plus seulement scientifique, il est aussi humain. Le combat pour fluidifier la circulation, il se joue maintenant en dehors du corps, et il est loin d'être terminé.